bien on est en train aussi de voir un petit peu l'avenir du côté de la Formule 1, du côté de Stefano Domenicali, qui est donc le nouveau PDG de la F1 depuis l'année dernière, si je dis pas de bêtises. On va parler un petit peu du nombre de Grands Prix, on va parler du calendrier, des prochains calendriers et ce genre de choses. Merci Light pour ton prime, merci beaucoup et bienvenue à tous ceux à tous les subs évidemment, vous rejoignez, ça fait super plaisir. Road to 500, hein, on n'oublie pas. Déjà, avant de vous parler justement du calendrier, etc., j'aimerais bien revenir avec vous sur la notion de comment on organise un Grand Prix de Formule 1, parce que c'est peut-être un petit peu obscur pour certains d'entre vous, et je trouvais ça assez intéressant aussi d'en parler. Alors un Grand Prix, c'est pas un gars qui se réveille un matin en se disant « Tiens, j'ai un circuit, let's go, je vais accueillir un Grand Prix ». Ça dépend de comment tu t'appelles, mais concrètement, ça ne se passe pas aussi facilement. En fait, un Grand Prix, alors généralement c'est un organisme, soit un GIP comme on dit, un groupe d'intérêt public, comme c'est le cas pour le Grand Prix de France par exemple, qui est donc financé à 50% par la région PACA si je dis pas de bêtises, ou ça peut être aussi un groupe privé, mais en tout cas c'est une organisation, un groupe de personnes qui va être l'organisatrice, qui vont être les organisateurs finalement d'un Grand Prix de Formule 1. Alors pour faire simple, la Formule 1, l'entreprise Formula One Management a en sa possession entre guillemets on va dire les droits commerciaux de la F1, donc c'est la Formula One Management, la FOM comme on dit, qui va aller négocier le prix que coûte la F1 pour venir sur un Grand Prix. Parce que oui en fait concrètement pour faire un Grand Prix de Formule 1 sur un circuit dans un pays donné, il faut un circuit. si je me fais bien comprendre. On paye pour que la F1 vienne sur notre territoire, sur notre circuit, sur notre Grand Prix. Donc typiquement, on va prendre l'exemple de la France. Alors, c'est un petit peu plus, on va dire, simplifié. Grosso modo, je suis le groupement d'intérêt public qui s'appelle Grand Prix de France. Je vais aller voir la Formule 1 et je vais lui dire, écoute, j'ai un Grand Prix, j'ai un circuit, ça s'appelle le Paul Ricard. Vas-y, viens, combien ? Et la F1 va commencer à rentrer en négociation sur plein d'aspects, plein de domaines, et on va y revenir, pour justement pouvoir tenir un Grand Prix de Formule 1, que ce soit, je sais pas moi, au Qatar, en Belgique, aux États-Unis, au Brésil, etc. Et donc c'est comme ça, l'organisme qu'on appelle le promoteur va aller chercher la Formule 1 et lui dire voilà, je veux que tu viennes sur mon circuit. Alors évidemment, tout le monde ne paye pas le même prix. Il y a des circuits et des grands prix qui payent un petit peu moins cher la Formule 1. On va penser généralement aux grands prix en Europe, les grands prix un petit peu plus historiques, mettre un petit peu moins d'argent dans la poche entre guillemets, enfin mettre un petit peu moins d'argent sur la table pour faire venir la Formule 1 sur leur circuit. Je parle la France, je parle Silverstone par exemple, la Hongrie peut-être. Tout ça, ce sont des grands prix où la Formule 1 va pas faire payer trop cher. Et puis de l'autre côté, on a les nouveaux grands prix, généralement les grands prix au Moyen-Orient par exemple, qui lâchent des sommes absolument dingues. On parle aux alentours de 50 millions d'euros par an, notamment pour Jeddah, si je dis pas de bêtises, pour l'Arabie Saoudite. Donc les contrats sont pas les mêmes en fonction des grands prix, en fonction des circuits, etc. Donc du coup, voilà un petit peu la chose. La vraie question, mesdames et messieurs, c'est qu'aujourd'hui nous sommes à 22 Grands Prix. Alors officiellement à 23 Grands Prix, on attend de voir comment on va remplacer le Grand Prix de Russie notamment. Mais nous sommes donc à une vingtaine de Grands Prix pour faire simple. Et la vraie question, c'est que comment on fait pour renégocier notamment un nouveau contrat pour plusieurs années, pour accueillir la F1 plusieurs années pour certains Grands Prix. Je parle par exemple du Grand Prix de France. Je crois que c'était 2 ans ou 3 ans à la base, donc c'est 2018, 2019, 2020. Là, il a fallu renégocier pour 2021, 2022 et peut-être 2023, si je dis pas de bêtises. Non, je crois que ça se termine cette année pour le Grand Prix de France. Donc faut re-rentrer en négociation avec la Formule 1. Et donc du coup, la Formule 1, si vous voulez, elle commence à attirer pas mal de monde, nouveaux spectateurs, Netflix, etc. etc. Donc du coup, comment on fait ? La vraie question, c'est qu'est-ce qui va peser dans la balance pour accueillir de nouveaux Grands Prix ? En fait, on a un calendrier pour l'instant qui est à 23 Grands Prix. On peut aller jusqu'à une limite de 25 Grands Prix, réglementairement parlant. Mais Stefano Domenicali
et c'est là où je veux vous emmener. Stefano Domenicali dit que, eh bien, il y aurait à peu près 30 promoteurs, donc 30 organisateurs de Grand Prix, qui voudraient une course sur un circuit donné dans le monde, on va dire. Donc, alors pour l'instant, on va pas aller sur 30 Grands Prix, c'est-à-dire que 2023, on n'aura pas 30 Grands Prix, ça c'est sûr, puisque réglementairement parlant, encore une fois, on est limité à 25 Grands Prix, ce qui est déjà beaucoup. Mais grosso modo, ça veut dire qu'il y a du monde qui se bouscule au portillon, si vous préférez. Donc ça veut dire que les Grands Prix qui rapportent pas beaucoup d'argent pour la Formula One Management, aka les Grands Prix en Europe généralement, bah va falloir step up un peu le game. Et c'est un petit peu ça ce que disait Stefano Domenicali. Il disait, c'est pas le tout d'avoir du pédigré, c'est pas Francorchamps, Monaco, mais va falloir mettre à jour les installations, mettre à jour... on va dire step up le game, parce qu'il y en a d'autres qui poussent au portillon, qui sont prêts à payer de l'argent et qui en plus commencent à avoir des infrastructures modernes, etc. pour accueillir la Formule 1. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Pour pouvoir renégocier un Grand Prix de Formule 1. Premièrement, il y a un objectif d'alignement sur le développement durable. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la F1 veut être neutre en carbone, je crois, à partir de 2030, si je ne dis pas de bêtises. Donc, forcément, ça passe par aussi les organisateurs de Grand Prix, sur l'impact écologique, on va dire, que les organisateurs vont faire. Donc, on parle par là des choses assez simples, hein, genre par exemple les gobelets en plastique et pas avoir que du jetable, etc. Enfin, on vous donne un gobelet entre guillemets où vous payez 1 € et puis vous gardez votre gobelet pendant toute la durée et puis vous le ramenez chez vous. Là, je dois avoir un gobelet Grand Prix de France là au bureau. Donc c'est tout ce qui est développement durable, tout ce qui va être énergie propre. Par exemple au Paul Ricard, à côté du circuit, on a un champ, les Eco Cup, merci. On a un champ de panneaux solaires justement pour alimenter le circuit. Le circuit a quasiment 90% je crois de son éclairage en LED, donc c'est pas mal non plus, tu vois, par exemple. Faut faire attention sur la manière dont on amène les spectateurs justement en transport. Est-ce qu'il y a du transport? Est-ce que les transports sont, on va dire, un petit peu plus écolo entre guillemets, pour parler vraiment grosso modo. Donc grosso modo, le truc c'est que effectivement la F1 veut pousser aussi les promoteurs de Grand Prix à aller vers quelque chose d'un petit peu plus vert, on va dire. Parce que concrètement, c'est pas les 20 bagnoles sur la piste qui polluent le plus, c'est toute l'organisation, faire venir des dizaines de milliers de spectateurs sur un même endroit, et la manière dont on agence ça, la bouffe, voilà, il y a énormément d'enjeux, on va dire, développement durable là-dessus, qu'il va falloir faire. Donc, a priori, quand on regardait, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un mois ou deux là, je vous avais donné une étude, on avait parlé d'une étude justement sur les circuits qui étaient un peu écolo, et dans le top 3 on avait le Paul Ricard. Donc pour l'instant le Paul Ricard en tout cas il remplit cette condition là sur l'écologie, on va dire, d'un circuit automobile grosso modo. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le spectacle. Bah oui, avec Drive to Survive, avec les nouvelles F1 qu'on a cette année qui justement poussent à avoir plus de dépassement, un peu plus de spectacle, il va sans dire, mesdames et messieurs, que le Grand Prix de Monaco 2021 avec 0 dépassement, ça pour le coup, la F1, elle va dire, écoute pépère, alors oui tu t'appelles Monaco, oui c'est glamour, mais il y a 0 dépassement, donc... Le glamour, ça fait pas tout. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Alors, à quel point Stefano Domenicali va mettre, entre guillemets, en danger le Grand Prix de Monaco, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je me suis laissé entendre qu'il y avait une réunion avec quelques promoteurs à Bahreïn, je crois, il me semble, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, grosso modo, pendant les tests hivernaux. Je me suis laissé entendre que les promoteurs du Grand Prix de Monaco étaient conviés et qu'ils ne sont pas venus. Alors, je sais pas si c'est vrai, voilà, mais c'est-à-dire que c'est pas trop le moment de pas se parler, quoi. Genre, concrètement, voilà. Donc, effectivement, la deuxième condition, c'est de pouvoir proposer quand même un circuit où les F1 vont pouvoir quand même donner
un certain spectacle, parce que bon, c'est pas le tout de se pointer au Paul Ricard par exemple en 2019, d'avoir quelques dépassements et d'avoir une course chiante. C'est pas le tout de se pointer à Barcelone, d'avoir une course avec pareil où on s'endort. C'est pas le tout de se pointer à Monaco avec un circuit où là aussi on s'endort. Encore une fois, voilà, il y a la notion de spectacle. Donc la Formula One Management, Stefano Domenicali en tête, a dit, voilà, premièrement, le volet écologique, on va dire, pour les circuits. Et deuxièmement, le volet un petit peu plus sportif, qualité du spectacle, etc. Voilà, il faut pouvoir avoir un circuit qui propose du spectacle. Bon, ça c'est une chose. Donc, avoir son pédigré, entre guillemets, pour l'instant, pour le Grand Prix de Monaco, moi je suis puriste, vous me connaissez un petit peu dans l'âme. Typiquement, oui, Monaco, on se dépasse pas. Oui, faudrait trouver quelques arrangements pour essayer de provoquer un peu plus de spectacle à Monaco. Mais Monaco, c'est Monaco quand même. Monaco, oui, c'est le glamour, c'est le strass, c'est les paillettes. Et on aime bien ça aussi de temps en temps. Puis Monaco, c'est historique pour la Formule 1. C'est très compliqué, je pense, d'un point de vue historique, de se passer de Monaco. Je ne sais pas si Stefano Domenicali est prêt justement à dire au revoir au Grand Prix de Monaco. Mais si c'est le cas, ouais, là, ce sera absolument historique comme décision. Il ne faut pas oublier que le Grand Prix de Monaco fait partie de la fameuse triple couronne. La triple couronne, c'est quoi? C'est les 500 miles d'Indianapolis, les 24 heures du Mans et le Grand Prix de Monaco. Alors, on peut argumenter, savoir si c'est Grand Prix de Monaco et ou le championnat du monde de Formule 1, mais bon, généralement, ça fait partie des 3 courses les plus mythiques au monde. Donc, moi, ça me paraît un peu inconcevable que le Grand Prix de Monaco n'accueille pas la Formule 1, quoi. Ou que, en tout cas, la Formule 1 puisse se passer du Grand Prix de Monaco. Je pense que c'est pas non plus totalement idiot ou complètement fou, dans le sens où en 2020, pendant la pandémie, on n'a pas eu de Grand Prix de Monaco. Ça nous a fait, entre guillemets, ni chaud ni froid. On était certes sur une saison absolument exceptionnelle, mais voilà, en tout cas, typiquement, s'il n'y a pas un Grand Prix de Monaco pendant une saison de Formule 1, on va pas en mourir, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, dans tous les cas, moi j'aimerais bien que ça reste. Et oui, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de spectacle, forcément, parce que bon, 1h30, 2h, avoir des bagnoles se suivre entre les rails, bon, en fait, c'est bien pour la qualif. C'est vachement cool pour la qualif, mais alors derrière, la course, elle est compliquée. Bref. Et deuxième chose, le spectacle, la patte verte, et ah oui, dernière chose, les infrastructures. Les infrastructures, mesdames et messieurs. Les infrastructures, c'est là aussi où il va falloir faire quelque chose, parce qu'il y a des circuits où les infrastructures sont trop vieillissantes, beaucoup trop dépassées, et d'autres circuits où c'est tout neuf, c'est tout beau, etc. Alors certes, il y a encore des problèmes, notamment à Jeddah, où typiquement, il y a eu des fuites de canalisation de la part des sanitaires, ce qui n'était pas incroyable, notamment pour le stand Alpine, je crois, et le stand d'Alfa Romeo, c'était un petit peu la merde. Mais effectivement, il faut que les infrastructures soient modernes, soient du standing, justement, entre guillemets, de la Formule 1, puissent accueillir correctement les équipes, le Paddock Club notamment, je pense aussi à ça. Et là est visé particulièrement Spa-Francorchamps, mesdames et messieurs, puisque le paddock de Spa-Francorchamps a été victime d'inondations il y a quelques mois, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a eu des infrastructures qui sont un peu écroulées, donc bon, il y a eu du travail depuis. Donc du coup, voilà, je prends Spa-Francorchamps, il n'y a pas que ce circuit-là, évidemment. Il y a d'autres circuits. Le Paul Ricard, ça a l'air d'aller d'un point de vue infrastructure, mais effectivement, Spa est quand même un peu vieillissant. Derrière, Spa, on va en parler tout à l'heure, a dépensé 25 millions justement sur l'aménagement de leurs pistes, notamment pour accueillir les motos, et en train de faire aussi une nouvelle tribune, etc. Mais ce qui est important, c'est surtout pour le paddock. Et j'insiste sur les infrastructures pour le paddock et accueillir tous les officiels de la F1, etc. Alors, c'est pas genre en mode faut que ce soit beau et tout, mais c'est aussi pour la direction de course, c'est aussi pour tout ce qui est infrastructure en règle générale. C'est pas juste le champagne, les strass, les paillettes, la moquette, etc. Voilà. Donc ça, c'est aussi important. Donc, pour résumer, pour négocier avec la Formule 1 aujourd'hui, il vous faut un volet écologique pour montrer que vous êtes un organisateur qui est capable de faire un événement avec une empreinte carbone qui ne soit pas aberrante, comme dirait l'autre. Il vous faut des infrastructures qui soient modernisées, ou en tout cas qui soient assez modernes pour accueillir les équipes de Formule 1
et puis la FIA, etc., pour que ce soit correct, on va dire. Et dernièrement, il vous faut effectivement une piste qui puisse proposer quand même un minimum de spectacle, et là est visé en particulier le circuit de Monaco. Donc ça, c'est les 3, on va dire, grosses conditions pour accueillir un Grand Prix de Formule 1 dans, entre guillemets, les prochaines années et au moment de négocier à partir, on va dire, d'aujourd'hui. C'est important de parler de ces 3 conditions parce que, effectivement, comme le dit Dominicali, il y a 30 promoteurs qui sont capables et qui veulent surtout accueillir des courses de Formule 1 le plus rapidement possible. Là-dedans, on note l'Extrême-Orient, donc tout ce qui est Asie, on va dire. Ça, c'est grâce à Guanyu Zhou. Alors, on va avoir le Grand Prix de Chine qui va revenir. On n'est pas à l'abri non plus d'avoir un deuxième Grand Prix, on va dire, en Chine. On peut avoir les USA, effectivement. On est en train de parler d'une course à Las Vegas. Alors là, pareil, ok, pourquoi pas. On n'est pas à l'abri d'avoir une 3e course donc, avec Las Vegas. Et là, on en a déjà une 2e cette année avec Miami et Austin. Et puis, forcément, on a aussi tout ce qui est Moyen-Orient. On a eu, depuis, si on compte bien, on a donc Jeddah. On peut avoir le Qatar qui va accueillir la F1 à partir de l'année prochaine, puisque là, il y a la Coupe du Monde 2022. On a Bahreïn, on a Abu Dhabi. Et puis, il doit y en avoir un autre, non ça en fait déjà 4, ce qui est pas mal, hein, on va pas se le cacher, mais ça fait déjà 4 Grands Prix au Moyen-Orient, ce qui est, je trouve, énorme. Donc voilà. Donc on est sur entre 24 et 30 courses possibles, vu l'attention que la F1 génère, on va dire, dans le monde, et ça c'est quand même plutôt aussi une bonne nouvelle quelque part. Donc toc toc toc, bonjour, j'aimerais avoir un Grand Prix de Formule 1, voilà. Et puis alors en plus c'est des promoteurs qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Donc ça met en danger finalement les Grands Prix en Europe. Et là est un vrai problème, c'est que les Grands Prix en Europe, ça coûte déjà qu'on met pas beaucoup d'argent sur la table, mais parce que c'est très difficile de mettre de l'argent sur la table pour un Grand Prix en Europe. Pourquoi ça, j'aimerais bien pouvoir vous l'expliquer, mais je n'ai pas fait assez de recherche là-dessus. Donc faudra voir. Pour en revenir sur les 30 Grands Prix, on est sur une longueur qui est absolument incroyable. Je crois que c'est Julien Simon Chotan, si je ne dis pas de bêtises, qui en parlait dans les pistonnets. Enchaîner des triple headers comme ils ont fait, etc. C'est compliqué. C'est du travail qu'ils peuvent ne travailler pendant 20 ou 25 jours d'affilée, ce qui est assez énorme. Pour les équipes, pas particulièrement pour les pilotes, mais pour les équipes, les mécanos, les personnes qui sont en déplacement avec tout le cirque de la F1, peuvent ne pas rentrer chez eux pendant 2 mois, ce qui est absolument énorme. Donc du coup, effectivement, ça sollicite beaucoup l'humain, on va dire, dans les équipes. Déjà avec 22, 23 Grands Prix, c'est compliqué. Alors imaginez si on arrive à la limite réglementaire de 25, voire d'aller sur les 30. Je ne sais pas comment ce sera. Et même au-delà de ça, pour nous spectateurs, et j'ai envie de vous dire, je pense que trop de courses, ça tuera le spectacle et ça tuera l'intérêt qu'on a. Déjà, je trouve que l'année dernière, on avait quoi ? On avait 22 courses. J'ai trouvé ça très long. Oui, le spectacle était incroyable. Oui, l'attention était incroyable. Et je pense que ça aussi, ça nous engage, nous, d'un point de vue émotionnel dans le sport. Mais je pense que quand on est ressorti de là, malgré ce qui s'est passé à Abu Dhabi, je pense que quand on est ressorti de là, je pense qu'on était tous contents d'éteindre la télé, d'éteindre les réseaux sociaux et d'éteindre la Formule 1 pour 1 mois ou 2. Et vraiment, moi, j'ai mis pas mal de temps à m'en remettre. Peut-être que c'est aussi parce que je fais des vidéos sur la F1, etc. Mais je trouve que 22 Grands Prix, c'était déjà assez chargé. Je pense qu'avoir plus de Grands Prix, c'est une erreur dans le sens où on va perdre le fil. Il va se passer tellement de choses que on sait plus ce qui va se passer. On va avoir des brides, on va dire, de cette course-là, il s'est passé ça. Ça, il s'est passé ça. Et puis le reste, en fait, on va perdre le fil du championnat, ce qui est un petit peu dommage. Alors que si on était entre 17 et 20 Grands Prix, on serait vraiment, vraiment très bien. Je pense que même le bon nombre pour moi, je pense que c'est 18. 18 Grands Prix, c'est à la fois suffisant. C'est à la fois suffisant. C'est ni trop peu, ni pas assez. C'est suffisamment rare, entre guillemets, pour que le Grand Prix soit un véritable moment religieux, entre guillemets. Genre, soit vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce que un Grand Prix de Formule 1, ça reste exceptionnel. Mais c'est à la fois, genre,
pas trop peu entre guillemets, dans le sens où 18, on a de quoi faire quoi, on a de quoi faire quelque chose de plutôt bien, et ça permet aussi de mettre en valeur plutôt bien chaque Grand Prix. Donc voilà, ça c'était aussi mon point de vue pour les spectateurs. Dernier point, et je pense que c'est aussi important d'en parler. On n'est que à la deuxième news, ça fait presque 1 heure. Dernier point, vous vous souvenez du We Race as One? D'ailleurs qu'on voit plus trop, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas il y a un We Race as One, la fameuse campagne de la F1 pour promouvoir l'égalité, tout plein de bonnes choses, etc. À quel moment ça va rentrer vraiment en compte, et à quel moment cash is king, pardon, money is king, money talks comme on dit. La vraie question c'est ça, c'est parce que oui, on est en train de dire on va pas se rendre en Russie parce que là, ils ont envahi, on va dire par exemple l'Ukraine. Alors très bien, on va pas se rendre en Russie pour des raisons, on va dire, politiques, et de pas se mêler, on va dire, à la guerre. Mais du coup, alors sous le We Race as One, mais alors du coup, quid de certains autres pays? On parle de la Chine, on parle de quelques pays au Moyen-Orient. Alors encore une fois, je tiens à vous préciser, et je pense que c'est giga important. Aujourd'hui, on a une situation qui est donnée pour l'Arabie Saoudite, pour les pays au Moyen-Orient, pour la Chine, pour plein d'autres pays dans le monde. Aujourd'hui, la situation, elle est X, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que la situation ne va pas aller en s'améliorant dans ces pays-là. Et je pense que c'est très important aussi de prendre bien ça en compte. C'est que c'est pas parce qu'on va se rendre dans un pays où il y a une situation qui est donnée, qui ne nous plaît pas, qui n'est pas en accord avec les valeurs, ou les valeurs de la Formule 1 d'ailleurs, ou les valeurs, on va dire, occidentales, et je prends les pays d'Europe et d'Amérique du Nord notamment, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, le Qatar, l'Arabie Saoudite sont dans cette situation qui peut être discutable sur certains points. Ça ne veut pas dire que demain, alors, pas demain dans 24 heures, hein, pas demain vendredi, mais ça ne veut pas dire que la situation ne va pas évoluer. Peut-être aussi que c'est ça aussi, alors je sais pas dans quelle mesure, tu vois, mais peut-être que c'est ça aussi que d'essayer de faire en sorte qu'à travers la F1, je prends le truc un petit peu par tout bout de champ, tu vois, mais qu'à travers la F1, on puisse peut-être essayer de faire en sorte de changer aussi, d'apporter un changement de mentalité ou ce genre de choses dans ces pays-là. La meilleure manière d'essayer de changer les mentalités, peu importe où vous êtes, c'est de discuter avec les personnes. Parce que dire eux ils sont méchants, donc du coup je vais pas aller les voir et je leur fais la gueule, et tant qu'ils ont pas changé, bah du coup salut, bah, c'est contre-productif au final. Si vous voyez quelque chose qui va pas, allez en parler, allez voir et essayer de comprendre ce qui se passe. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est important, on va dire dans la globalité. Mais encore une fois, je tiens à vous préciser, c'est pas parce que dans certains pays la situation est telle qu'elle est aujourd'hui qu'elle le sera toujours demain, et ça veut pas dire qu'elle n'évoluera pas. Et je pense que généralement on part souvent là-dessus, sur ce postulat, en disant de toute façon faut pas se rendre dans ce pays parce que ouais, mais si on se rend pas dans ce pays, on s'y rendra jamais. En fait, la vie ça change, ça évolue, ça change, etc. Donc voilà. Encore une fois, c'est juste qu'aujourd'hui il y a, je trouve, un discours qui est pas spécialement hyper cohérent, dans le sens où on dit non à la Russie alors que on est là à promouvoir les droits de l'homme, etc., et qu'il y a des choses qui sont contestables dans certains pays au Moyen-Orient. Voilà, je pense qu'encore une fois, ça peut manquer un peu de cohérence. Faut pas comparer ce qui est pas comparable. Voilà, il y a plein de choses qui font que ça reste quand même très très complexe comme sujet. Je suis pas un expert en géopolitique, je suis pas un expert en plein de choses, mais je pense qu'il va falloir effectivement essayer de mettre les bases un petit peu plus correctement. Donc voilà, on verra. Écoutez, on verra comment ça va se passer. Mais encore une fois, généralement, money talks, cash is king. Voilà, généralement. Pour terminer sur Stefano Domenicali, mesdames et messieurs, rapidement, avant de terminer là-dessus,
globalement cette sortie dans la presse hein, pour dire que y a 30 promoteurs qui sont prêts à avoir une course et qui veulent une course. Est-ce que justement c'est pas une manière non plus de mettre un petit peu la pression au Grand Prix justement, on va dire qui ne se reposent que sur leur pédigré. Je parle en prenant par exemple Monaco qui paye très très peu d'argent on va dire pour faire venir la Formule 1. Limite à un moment donné Monaco ne payait absolument rien. Donc est-ce que c'est pas une manière de faire ça? En tout cas effectivement peu importe si c'est l'objectif ou pas de Stefano Domenicali de mettre la pression, l'effet c'est que ça met quand même mine de rien entre guillemets, c'est un premier appel à dire attention, les choses peuvent changer, donc on verra bien ce que ça donne et ce que ça donnera dans les prochains mois et la tête qu'aura le calendrier 2023 de Formule 1 qu'on devrait voir aux alentours, je sais pas moi, octobre-novembre peut-être. On devrait peut-être avoir même une première ébauche début septembre, je dirais, ou un truc comme ça. Donc voilà. Les Grands Prix historiques, pour moi, doivent avoir une place quoi qu'il arrive, et surtout les Grands Prix en Europe. Et je pense que, oui, Domenicali met la pression à Monza. Absolument. Sachant, alors petite théorie, juste pour terminer les gars, parce qu'en vrai, là, on y passe des plombs et des plombs, mais c'est ça qui est cool aussi. Domenicali, il n'est pas issu de la région de Monza. Il est issu de la région de Imola. Eh oui, il est issu de la région d'Imola. Donc c'est pour ça qu'il y a probablement peut-être toujours Imola au calendrier. Mais en fait, le problème de Monza, c'est que pareil, les infrastructures, c'est plus du tout au standing de la F1 et c'est ça le problème. Moi, je suis pour Monza. Il faut que ça reste au calendrier. C'est obligatoire, les gars. C'est obligatoire. C'est le temple de la vitesse. C'est Ferrari. C'est... Alors que en vrai, Imola, ça porte quand même le nom. L'autodromo d'Imola, c'est Enzo et Dino Ferrari le nom quand même. Hein. Donc techniquement, Imola, c'est plutôt Ferrari. Mais Monza, il y a tellement, ça a tellement une aura incroyable, tout comme Monaco, etc. Que voilà, faut que ça reste, etc. Mais c'est une manière justement de mettre la pression pour moderniser un peu les circuits, pour que ça soit un peu plus cohérent, que tous les circuits soient un peu plus cohérents, on va dire, en termes d'infrastructure, en termes d'empreinte carbone, etc. et de spectacle. Donc voilà, faudra voir comment ça se passe, mais voilà. Merci. Oui, le dîner américain de Monza est cool, n'est-ce pas? Non, d'Imola, mon cher Vincent. J'espère que tu vas bien, évidemment. Ça me fait plaisir de te voir. Donc oui, voilà. Faudra voir comment ça va évoluer justement pour ce calendrier de la F1 et pour Stefano Domenicali notamment. Des questions sur justement ce point de news, on va dire. S'il faut que les circuits aient une marina avec des yachts à 100 millions, je ne suis pas intéressé. Alors, il en faut un ou deux, parce qu'on aime bien quand même l'argent, faut pas déconner. Mais il faut pas que ça, on est d'accord. Il faut pas que ça. Les Grands Prix indispensables à la F1, je dirais que déjà, faudrait que chaque écurie ait un Grand Prix national, premièrement. Donc je pense Alpine, la France. Je pense tout ce qui est McLaren, Williams, Grande-Bretagne. Ferrari, l'Italie. Y a qui d'autre? Les manufacturiers, on va dire les motoristes par exemple, je pense à Honda, bon même s'ils sont plus vraiment engagés, je dirais donc le Japon. Donc ça premièrement, tu vois. Donc je dirais grosso modo, on aurait donc les grands prix en Europe classiques de type Grande-Bretagne, France, Italie minimum. On aurait Monaco parce que historique, Belgique parce que historique. L'Allemagne, il faudrait que ça revienne, effectivement, absolument. En plus, il y a des beaux circuits en Allemagne, mais l'Allemagne historique, notamment pour Mercedes. Bon, même si du côté de l'équipe Mercedes en F1, ça parle quand même beaucoup anglais. Faudrait probablement Autriche pour Red Bull. Bon, ça va, le circuit n'est pas non plus incroyable. Vous voyez, on est déjà à 7. Hein. Et derrière, il faut obligatoirement, pour moi, le Japon. Terre de sport automobile incontournable, mais vraiment incontournable. Le reste, alors attends, je réfléchis. J'ai déjà parlé de Spa, j'ai parlé de Monza. Je réfléchis s'il n'y en a pas un ou deux autres peut-être que j'oublie. Brésil, je pense que effectivement important.
Ouais, Australie Zandvoort, donc là on est déjà à 11 les potes. Il y a quand même des pédigrés, une histoire avec la F1, donc c'est quand même assez important. Et puis ouais, les États-Unis, bon ça me paraît normal, ça me paraît normal. Donc vous voyez, on va dire qu'on est à 12. Et je prends pas des circuits. Alors oui, je vois que vous me parlez du Canada. J'adorerais le Canada est dans ma tête est peut-être un chouïa juste. Peut-être. Ah ouais, non, quoi qu'il y a Latifi et Stroll. Canada, ouais. Mais vous voyez là, on est déjà à 13 les gars, on est déjà à 13 Grands Prix. Vous imaginez, donc derrière pour caler tous ceux qui ont envie de payer pour avoir un Grand Prix, bah, l'Australie, il y a toujours eux, c'est pareil, c'est quand même une grosse terre de sport automobile. Bon, même si Bruce McLaren était néo-zélandais, on va dire que c'est là-bas en bas, quoi. Grosso modo. Vous voyez ce que je veux dire? Mexique aussi, tu vois, il y a une foule assez incroyable au Mexique. Mais du coup, tu remplis ton calendrier très très vite. Et c'est ça le problème. Et c'est que le problème, c'est tous les circuits que je viens de vous citer, c'est pas ceux qui rapportent le plus de pognon. Et bien sûr, je mettrai Singapour aussi. Ça a acquis ses lettres de noblesse en Formule 1. Donc, et Chine pour Guan Yu Zhou, absolument. Et vous voyez, on arrive déjà à un calendrier, il fait 15 courses. Il fait 15 courses, donc si vous voulez, c'est chaud quoi, c'est chaud. Ouais, retour de Calami, c'est aussi, je pense que ça sera dans les projets de monsieur Stefano Domenicali.